disais que j'ai circulé, les exemples les plus banals, j'ai circulé ici à Kinshasa. Je suis parti de la commune de Kalam. J'ai pris la route d'Elengesa jusqu'à Mongafula. J'avais jamais vu ça. J'ai trouvé là-bas, sur cette route, j'ai vu un embranchement qui sort vers Foire, la foire internationale de Kinshasa. Je suis rentré dedans, j'ai pris une transversale qui est allée jusqu'à Bandal. La Bandal, pratiquement vers la prison. Et il y en a plein comme ça. Dans le cadre de mon travail d'avocat, je suis allé à Kisangani à maintes reprises. Lorsque je suis rentré à Kisangani, pendant le mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, j'ai trouvé l'aéroport de Bamboka totalement innové. Une nouvelle bâtisse d'aérogare, sans compter les éléments en termes d'équipement, de vol, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et donc, je voulais dire quoi? Comment voulez-vous mettre en exemple un pouvoir qui était assis sur la violence avec un pouvoir démocratiquement élu? Parce que Joseph Kabila, je parle du pouvoir ancien, qui était assis sur la violence. Et celui d'aujourd'hui. Ces gens ont fait l'AFDL, ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Il y a eu des massacres de Tingi-Tingi, vous avez entendu parler de massacres dans l'Équateur, on en a parlé. Et nous avons même vu des massacres ici à Maluku, des fausses communes. Et donc, voulez-vous comparer ce pouvoir avec ce pouvoir-là, avec ce pouvoir-ci, qui a été élu démocratiquement et qui avait pris l'engagement de donner aux Congolais une constitution viable. Oui, mais le ventre du Congolais demeure vide, maître. Je vais vous dire une chose. Quel est le rapport entre la constitution et le ventre du Congolais qui demeure vide? Super bien comme question. Je vais vous dire une chose. Avez-vous déjà voyagé en Europe? Ou même si vous n'avez pas voyagé en Europe, avez-vous vu à la télé ce qu'on appelle les SDF, les sans domicile fixe? C'est-à-dire que même dans les pays qui se disent les plus riches, les plus nantis, les pauvres existent toujours. Ceux qui ne mangent pas existent toujours. Mais écoutez, messieurs, on a fait les kolkhozes, les sauve-causes, je ne sais plus quoi, ces histoires de l'Europe communiste à l'époque avec l'IRSS. Mais on vous dit que non, voilà, vous travaillez ensemble, vous cultivez ensemble, vous moissonnez ensemble, vous vendez ensemble dans une sorte de coopérative qu'on appelait kolkhoz. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous êtes en pleine forme, vous voulez travailler, vous travaillez, et il y en a qui vous disent non, moi je suis fatigué aujourd'hui, je dors, et il vient le soir, il dit donnez-moi ça. Non, celui qui veut manger à Kinshasa mangera. Oui. Celui qui veut manger dans ce pays mangera. À quel prix? Mais écoutez, à quel prix? Dans quel pays avez-vous vu autant de gens qui mendient sur la route? Les gens qui acceptent de mendier alors qu'ils ne sont pas handicapés. Moi, ça m'écoeure, ça me choque. Parce que l'État ne favorise pas. Non, ce n'est pas ça. La fluidité de... Ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat, vous savez ce que cela veut dire? Ce n'est pas le travail qui enrichit, c'est l'entrepreneuriat qui enrichit. Toute personne qui décide de s'engager dans l'entrepreneuriat, il se retrouve. Le Congo est un pays qui a la terre arable. Vous trouvez quelqu'un qui préfère venir chez vous. Nous avons vu tout ça dans nos familles, dans nos relations. Vous voyez quelqu'un qui vient vous dire non, j'ai besoin de 1000 $. Vous lui dites écoutez, moi j'ai un travail, vous le faites, je vais vous payer 1500. Il vous dit non, viens 1000 wanara. Et puis tu lui donnes les 1000 $, vous le retrouvez à bloc en train de boire. Donc il ne faut pas confondre le manque de travail avec la fainéantise. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. La Bible elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? Qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et comment voulez-vous mettre sur le dos du gouvernement ou bien du pouvoir dirigeant le fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler? Et d'ailleurs, du reste, vous savez qu'au Congo, ici, vous voyez un peu ce qui arrive. La plupart du temps... Maître, le climat des affaires, maître, vous... Je termine. Oui. On donne du travail aux gens. On les nomme par exemple DG d'une entreprise. Ils volent. Ce monsieur, peut-être, on lui paye 5 000 $, 7 000 $, 10 000 $, mais il vole. Vous savez, peut-être vous ne connaissez pas ce que cela veut dire. Je suis avocat en droit des affaires. Il y a beaucoup de clients qui ont investi dans ce pays et qui sont partis, qui sont repartis. Pourquoi? Parce qu'ils disent le vol semble être un sport national ici. Donc les gens sont habitués à la fainéantise. Le sport national. Je vous dis, le vol est devenu comme un sport national. Les gens sont habitués à ne pas travailler. Comment voulez-vous? Oui bien, Koulout Nangaï Kofi Alobagini. Système à Bluetooth. Au Vanilla Resto. Moninga. Wazé quoi. Ah ben voilà, je les confonds souvent. Donc, ce sont des grands musiciens que j'apprécie beaucoup. Tous deux. Donc, système à Bluetooth.
Yo va dans un restaurant, mon ninga commandé, mais quoi il a les boum. C'est ce que les gens veulent. Tu vas prendre les gens aujourd'hui, tu les mets au travail, ils volent. Non seulement ils volent, mais pire, ils ne veulent pas travailler. Mais ils veulent quand même avoir l'argent. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai toujours dit une chose, petite parenthèse. L'éveil de la conscience du Congolais va passer par ceci. Il faut que tous les enfants à la maison puissent savoir, puissent voir le bulletin de paye de leurs parents. Les bulletins de paye. Si par exemple, votre papa vous dit, voilà, on lui paye, je ne sais pas, 1 500 000 francs. Ça fait combien à peu près 300 ou 400 dollars. Oui, 400 dollars. 400. 450 dollars. Et vous le voyez acheter une voiture de 100 000 dollars. Vous devez lui poser la question. Mais papa, comment pouvez-vous acheter une voiture de 100 000 dollars? Non, le président, tu sais qu'il avait répondu à la question. Il s'agit de la coopération. Votre salaire, est à 450 dollars. Il peut être un coopérant. Hein. C'est ce qui est très employé à Kinshasa. Le président Tshisekedi l'avait dit un jour à propos de Vital Kamerhe que la coopération existe en RD Congo. Les limités de la rétrocommission. Moi, vous savez, lorsque je passe sur le plateau de télévision, je commente la loi. J'évite de commenter les points de vue des gens. Je préfère commenter la loi et les faits réels dans la loi qui sont dans la légalité. Mais vous avez raison. Un journalisme, les dires des autorités, surtout de quelqu'un comme les chefs de l'État, passe pour une information pour nous. Donc on peut prendre ça et vous poser la question. Vous avez dédouané le gouvernement dans votre dire à la question qui vous a été posée. Vous avez dit que le gouvernement n'avait pas beaucoup de problèmes. C'est plutôt les gens qui sont fainéants en RD Congo. Les gens qui voudraient manger, mangeront. Monsieur Mouzungu, je vous ai dit que l'entrepreneuriat existe. On ne vous interdit pas de vous engager dans l'entrepreneuriat. Oui, mais le climat des affaires en RD Congo, Ce que je peux te déplorer, c'est le volume et le nombre des actes fiscaux, des taxes, des impôts. Ça aussi, ça pose problème. Mais si vous voulez travailler et gagner votre vie, vous le ferez. Le comble, c'est quoi? C'est que le Congolais à Kinshasa aime ce qu'on appelle la sape. Il sape le soir, il est au coin, il a sa petite chérie et puis il fait sa vie. Il ne veut pas travailler ici. Le même, vous le trouvez en Europe en train de nettoyer les vitres, en train de faire tout ce qu'il faut. Ce qu'il ne faisait pas ici. Ce qu'il ne peut pas faire ici. Or, si vous le faites dans votre pays, et les gens ne savent pas. Non, mais ici, vous le faites pour gagner combien? Mais c'est ça tous les problèmes. Vous le faites, on vous paye combien? Mais monsieur, moi, je suis entrepreneur. Oui. Je suis entrepreneur. Je n'ai jamais été dans les services publics. Ce n'est pas pour autant que je suis affamé. Il n'y a pas que ça. Non, mais c'est différent avec des sales cailloux dont vous faites allusion. J'ai dans mes relations beaucoup de gens qui sont dans les business. Ça commence toujours par l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui enrichit. Maître, d'après vous, le Congo va bien. Il y a 6 ans passés. Vous voulez quoi? Vous voulez enrichir l'investisseur qui vient. C'est lui que vous enrichissez. Le travail n'enrichit pas. Le travail vous donne de bonnes conditions de vie. Ça s'arrête là. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez vous enrichir. Mais malheureusement, vous allez trouver ça, je le déclame, lorsque vous trouvez par exemple que quelqu'un qui travaille chez l'État, il est directeur, je ne sais pas, directeur de la fonction publique, à la fonction publique, vous entrez dans son bureau, l'état dans lequel vous trouvez son bureau est déplorable. Mais lorsque vous allez chez lui, il est plus riche que son employeur. Ça, je déplore. Ça, je déplore. Ça démontre tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un qui est moins nanti que vous. Vous voyez ça? Mais en ce qui concerne le travail, si vous voulez travailler, vous travaillez. Très bien. Le problème, c'est que les gens disent... Vous savez, il y a des dictons tout simples en français qui disent, par exemple, il n'y a que des sots gens, il n'y a pas de sots métiers. Mais dans votre pays, vous dites non, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur, moi, je peux vous dire que j'ai fait tout. Mon père à moi est un commerçant. Mon père à moi, c'est un commerçant. J'ai commencé très petitement. Très petitement. Les gens se sont moqués quand j'ai commencé mon business en Bujimaï. Il y en avait qui disaient, mais il a fait l'université, mais vous voyez ce qu'il fait. Une année après, j'étais plus le même. Et donc, vous comprenez, j'ai dit d'expérience qu'il y a qui souffre, que c'est lui qui veut souffrir. Si vous voulez travailler, vous allez travailler. Moi, je peux vous dire que je connais un garçon qui, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, à son école, on a demandé au laboratoire, parce qu'il faisait la biochimie, si j'ai bonne mémoire. On a demandé au laboratoire, mais c'était un enfant de quelqu'un qui a des moyens. On a demandé des crapauds pour travailler là-dessus, je ne dis pas des expériences. Il est allé, il a attrapé des crapauds, il est allé vendre à ses copains à l'école. J'étais étonné. Et je vais vous dire c'est qui? C'est mon fils. D'accord. L'avocat? Il est avocat. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il a attrapé les crapauds, il est allé à l'école. Il ne nous avait pas dit. Et quand il est venu le soir, il a plein d'argent.
C'est quoi? Il dit, mais j'ai attrapé les crapauds, je suis allé vendre. Mais c'est quoi encore son nom Vous imaginez? Oui. Vous imaginez? Mais il y en a, quand ils le voient, peut-être rouler carrosse, ils disent, ben, écoutez, la saute. Non. Donc, il faut appeler notre population à la conscience de travail. Très bien, on va prendre la seconde thématique, à moins que M. Désiré ait quelques questions par rapport à cette thématique. États généraux de la justice en RD Congo, ça sera, il faut le dire sans embâche, une troisième organisation de ces États généraux parce que nous les avions connus en 2022, en 2015 sous Alexis Ntambwe Mwamba. C'est Constant Mutamba qui arrive, qui dit, bon, nous devrions faire tabula rasa pour passer aux réformes. Mais qu'avions-nous fait des résolutions des anciens États généraux de la justice? Nous allons prendre cette thématique avec notre invité, Maître Benoît Tshibangou. L'avènement de Constant Mutamba, c'est déjà un rixe entre les avocats et le ministre. D'abord, votre avis, vous êtes un expert en la matière, votre aperçu d'abord par rapport à ces rixes qui s'étaient installés dès que Constant Mutamba est arrivé au pouvoir. Entre les avocats entre et les magistrats. Les magistrats, je suis désolé, les magistrats, oui. Oui, cette risque-là, comment on dit encore Rix oui. n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que c'est les actions engagées par le ministre Constant Mutamba sont salutaires pour ce pays. Monsieur le journaliste Wembolowa Muzungu, je vais vous dire que j'étais très peiné. C'est hier que j'ai pris connaissance du programme des États généraux. D'accord. C'est hier que j'ai pris connaissance. Et j'étais très peiné, j'étais très choqué. Pourquoi? Mais parce que j'ai trouvé que de thèmes théoriques. Ah oui. Je vous dis que je suis juriste. Tous les panélistes, ils viennent avec des thèmes théoriques. Mais lorsque vous ne voulez pas reconnaître le diagnostic sur notre justice, on dit notre justice est malade. Elle est malade de quoi? Des théories de droit, des principes de droit, des règles de droit ou de quoi? Pas de la corruption? Mais oui, il s'agit de la corruption. Mais lorsque vous regardez là, je vous dis que j'ai regardé hier et j'étais choqué. Ceux qui sont en communication avec moi sur les réseaux, ils ont vu que sur mon statut, j'ai publié mon choc, au fait. J'étais très choqué parce que, pour moi, venez discuter. Alors, permettez, nous allons lire votre statut. Je viens de lire le programme des États généraux de la justice. Hélas, aucun thème sur les mots qui l'arrangent, ni sur les voies des sorties. Que des thèmes théoriques, on se voit la face et on prétend administrer la thérapie sans poser les bons diagnostics. Excellence Mutamba, appelez les professionnels du droit et balle les masques, sortir des sentiers théoriques tracés par les textes, desquels ceux qui disent les droits ont trouvé des contournements, sinon c'est peine perdue. Apparemment, vous êtes mal à l'aise des thématiques évoquées dans ces états généraux qui pointent. Je me rends compte que vous m'avez lu hier. Oui. Merci beaucoup. Je n'ai pas hésité de pouvoir publier ça. Pourquoi? Parce que c'est simple, comme je vous disais. Le droit ne doit pas être considéré comme quelque chose qui n'est pas à portée de la main. D'ailleurs, du reste, je vais vous dire, en ce qui concerne les avocats, à Paris, d'où nous vient cette tradition de droit, avec la Révolution française, État de droit, etc., les avocats ont emprunté un langage accessible à la population. Et donc, du coup, il faut que le droit soit accessible. Qu'est-ce que nous voulons? Ce n'est pas les thèmes tels que ceux que nous avons vus, des théories, beaucoup de théories, des choses qui ne nous apportent rien. Je vais vous dire, monsieur, avant d'aller à la réponse, je vais vous dire quelque chose de très simple. En 1960, nous avons connu l'indépendance. Et les indépendances des pays africains, c'était autour de 1960. Légèrement avant 1960 pour certains pays, mais pour la plupart, des 60 jusqu'au-delà. Mais actuellement, on parle du néocolonialisme. Et vous savez, le néocolonialisme, c'est quoi? C'est le fait simplement que ceux qui nous avaient colonisés hier, ils ont laissé maintenant des repères qu'ils appellent l'université, les études à l'université. Vous allez là-bas, lorsque vous allez faire la thèse chez eux, ils vous donnent des grandes distinctions lorsque vous êtes dans les thèmes qui sont les leurs. Parce qu'ils savent que vous allez les diffuser chez vous. Mais lorsque, comme Kémy Séba, vous dites la vérité, personne ne peut vous accepter là-bas. Lorsque, comme Cheikh Anta Diop,
Vous avez enseigné les choses qui sont réelles, vraies et vérifiables. Personne ne vous diffuse. Et donc aujourd'hui, nous avons les disciples de ces gens qui sont dans notre pays, qui savent très bien qu'il y a le néocolonialisme à travers la corruption de la justice. Vous savez, ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent chez eux. Mais est-ce que vous savez, par exemple, moi je voyage beaucoup. Lorsque je suis en Europe, je constate que les enfants des Africains, et particulièrement des Congolais de la RDC, s'habillent mal. Les enfants des autochtones de l'Europe, c'est-à-dire des pures souches européens, ne s'habillent pas comme ça. Ah oui? Il suffit de sortir en week-end. Par exemple, vous allez dans un restaurant, vous voyez comment la plupart de nos fillettes là-bas s'habillent. Et ce n'est pas le cas pour les autochtones de là. Vous constaterez que ce n'est pas le cas. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'on nous a donné des notions de droit. Mais ils savent très bien que lorsqu'il y a corruption, il n'y a plus de droit. Ils savent très bien. Lorsqu'ils viennent, ils vous soutiennent dans ce genre de thème. Qu'est-ce que vous allez écouter? Moi, je suggérerais tout simplement que l'on puisse s'asseoir. En quoi consiste la corruption? D'ailleurs, sur mon statut, j'ai même publié hier une solution toute simple. Tout juriste sait que lorsqu'un magistrat sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ce que la loi préconise, la loi, mais il passe à côté pour ne pas le faire, ça s'appelle dol. Dol, ça veut dire quoi? En français simple, c'est une mauvaise intention, une mauvaise foi dans le chef d'un magistrat qui connaît la loi et qui refuse de l'appliquer. Mais est-ce que vous devez aller chercher ailleurs pour sanctionner ces genres de magistrats? Il faut les radier. Je vais vous dire. Regardez par exemple, on a ici clamé, et j'ai suivi le premier président de la Cour suprême de justice, enfin de la Cour de cassation, plutôt, qui a dit, il a cité des exemples lorsqu'il a tenu dans son discours de rentrée judiciaire. Il a cité l'exemple du Holomami, où on a sanctionné le premier président de la Cour d'appel. Mais c'est parce qu'il y a eu des audios qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'un juriste peut attendre cela pour sanctionner des gens? Vous prenez un cas, en droit, moi je peux vous dire que 1 plus 1, ça peut donner 2. Ça donne normalement 2. C'est ça un bon juriste. Parce que comme je vous ai dit, en tant que science, le droit va donner, les mêmes causes vont donner les mêmes effets. Et donc, vous voyez par exemple, on vous dit que vol avec effraction, bien vol à main armée, c'est autant d'années. OK? Mais vous trouvez un magistrat devant un Koulouna qui a administré des blessures graves sur une personne, mais qui le condamne à 2 mois avec sursis. C'est un dol. Parce qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Alors, moi, qu'est-ce que je trouve? Il est très simple de pouvoir s'en prendre aux gens qui font la corruption. Je suis, moi, pas une autre personne, moi, il y a seulement un mois, au tribunal de commerce de la Gombe. Mon client est porteur d'une créance documentée. Monsieur, je peux vous dire ce qu'on appelle une créance documentée. C'est-à-dire, vous avez fait un document avec votre débiteur. Mais ici, dans le cas ici, c'est que le document même, c'est quoi? C'est un accord transactionnel. Un acte transactionnel, c'est un jugement que vous deux, vous avez pris. Ça force des choses jugées. En dernier ressort, mon client effectue une saisie. Et l'autre vient en contestation, ce qui est tout à fait normal. Nous produisons tous ces éléments-là. La partie adverse ne conteste même pas. Tenez-vous bien, ces magistrats-là accordent la main levée. Le droit n'existe plus dans ce pays. La loi est totalement bafouée. Est-ce que devant ce genre de flagrance, on doit attendre des audios pour attraire ce monsieur ou bien pour le sanctionner? Non. Vous devriez alors soutenir Constant Moutamba. C'est très important. Parce que je vous ai dit, pour moi, les thématiques théoriques, ça ne nous apporte rien. Nous avons déjà tous la théorie. Tous les juristes ont les mêmes théories. Vous venez leur apprendre quoi? Nous avons un problème sérieux dans notre pays, c'est la corruption. Alors, le modèle le plus simple pour détecter la corruption dans le chef d'un magistrat, c'est le dol. C'est le dol. Le problème, c'est quoi? Le dol est prévu pour que l'on puisse poursuivre un magistrat dans ce qu'on appelle prise à partie. Mais le comble, c'est quoi? C'est qu'à ce jour, il y a des milliers et des milliers de prises à partie. D'abord, qui n'aboutissent pas parce que les magistrats se cachent. Je salue l'initiative prise par la première présidente de la Cour d'appel de la Gombe. Elle a dit que dorénavant, lorsqu'on amène un acte de justice contre un magistrat, on donne à son chef d'office et ce chef-là donne à ce magistrat. Les magistrats, on ne savait pas les répertorier en ce qui concerne leurs adresses. Vous allez là, l'huissier vient pour lui donner, il n'est pas là. Ça peut faire 1 année, 2 ans. Et après 1 année, normalement, votre action a expiré.
Alors, si on atteint le magistrat, l'affaire continue devant là. Vous ne comprenez pas comment est-ce qu'on donne la décision. Je vais vous donner maintenant un cas concret. Notre propre société civile d'avocats a trait en justice une partie étrangère qui du reste opère en fraude dans notre pays. Je dis bien en fraude. En fraude dans notre pays. Nous la trayons en justice. Et il se fait que malheureusement, un président d'une juridiction prend une injonction écrite, s'il vous plaît, écrite, pour demander qu'on puisse nous débouter. Il n'a pas reçu les plaidoiries, il n'a pas reçu les pièces, il ne les a pas étudiées, il ne les a pas examinées, il n'a pas participé au délibéré, il n'était pas dans la composition. Il écrit, nous allons en suspicion légitime devant la Cour de cassation. C'est un cas, d'abord, qui a fait à peu près 4 ou 5 ans pour qu'on puisse nous répondre. Et lorsqu'on nous répond, la même Cour de cassation nous renvoie devant ce même magistrat. Je vous dis, alors qu'il y a toutes les preuves lui sont données. Il vous renvoie devant le problème. Je vous dis qu'il nous renvoie devant celui-là qui avait écrit comme quoi débouter ces gens. Si vous ne pouvez pas les débouter, donnez-leur X montant. Et je vais vous dire quoi? Nous-mêmes, nous sabotons les Congolais. Nous-mêmes, nous ne voulons pas que l'argent soit ici au Congo. Et ça, c'est des cas concrets. Si on m'appelle à la Cour de cassation, je les amène tout de suite. Et je vous dis, pour le mois passé, une créance documentée. Un juge s'assoit, il accorde la main levée. Sur base de quoi? Alors que la partie adverse n'a même pas contesté. Maître, quand vous avez remarqué... Ce sont des éléments quand vous remarquez que vous êtes... Ce sont des éléments qui démontrent la corruption. Est-ce que pour ça, il faut aller attendre par le Conseil supérieur de la magistrature? Il faut attendre... Alors, vous voyez, moi j'appuie totalement le ministre Moutamba. Je dis bien totalement. Je suis écœuré. En tant que professionnel du droit, la justice n'existe plus dans ce pays. Ça n'existe pas. Mais quand vous trouvez que c'est théorique, c'est actuellement... il faut l'approcher. Les États généraux, par exemple, vous avez trouvé que c'est théorique. Il faut l'approcher et le lui dire. C'est eux qui ont constitué leur programme. Ils connaissent les magistrats, ils connaissent les avocats. Oui, mais approchez Constant Moutamba, dites-le lui. Vous n'êtes pas convié aux États généraux? Lui-même, le ministre, en tant qu'avocat de profession, il sait cela. Mais voyez combien on l'a découragé, on l'a traité de populiste, parce qu'il veut faire du bien à ce pays. C'est malheureux. Alors vous voyez que nous-mêmes, Congolais, nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes. Nous ne voulons pas regarder la vérité en face. La vérité est là. Vous allez dépenser, je ne sais pas combien de millions, ou bien des centaines de milliers de dollars, juste pour vous amuser. Vous venez là-bas, vous regardez, ok, théorie par exemple sur le droit de l'arbitrage. Le droit de l'arbitrage, c'est quoi ça? L'arbitrage, là, ne se fait pas ici, peut-être à Paris ou bien à Londres. Donc, il ne faudrait rien espérer en termes de résolutions qui seront prises. Allez lire le programme. J'ai lu ça hier et j'étais attristé. Nous l'avons. La question est simple. Doit-on s'en foutre des résolutions de ces États généraux, puisque vous fustigez déjà les thématiques qui ne vous plaisent pas du tout? Monsieur le journaliste Vincent Mouzungu, vous souffrez de la malaria. On va vous donner des traitements contre des blessures au niveau du mollet. Comment allez-vous guérir? Vous allez même trépasser. Vous mourrez. Oui. Vous allez mourir. Oui. Je dis, si on déclame à propos de la justice, c'est à cause de la corruption. Montrez-moi combien de thèmes, à part le thème qu'on a donné peut-être au professeur Luzolo, que j'ai vu, ce thème-là. Mais en effleurant simplement. Parce que c'est associé à certaines thématiques qui ne pourront pas donner la solution. Le fait est simple. Au lieu d'appeler tous ces gens-là, venez. Donc, papa, que faire? Moi, j'ai donné je suggère la solution, qui est simple. Nous avons le dol. Le dol, c'est la mauvaise foi établie dans les chefs d'un magistrat. Parce que quand il y a dol, c'est-à-dire la loi est là. Vous n'appliquez pas la loi. Il n'y a que deux solutions, toutes simples. Soit vous ne connaissez pas la loi, auquel cas, on doit vous radier, on doit vous éjecter de la magistrature, ou vous dites connaître la loi, mais pourquoi avez-vous fait ça? Donc vous êtes de mauvaise foi. Cela implique, insinue plutôt. Cela insinue que vous êtes corrompu. Parce que si vous connaissez la loi et que vous ne l'avez pas appliquée, ça veut dire que vous avez quelque chose. Parce qu'en droit, il y a toujours des principes, je vous ai dit. Les principes guident le droit. On vous dit, il n'y a pas d'action sans intérêt. Pourquoi avez-vous fait mal? Parce que vous connaissez la loi et vous ne l'avez pas appliquée. Non, j'avais oublié. Non, si vous oubliez, ok, on vous débarque de la magistrature. Vous n'avez pas votre place là-bas. La question alors, est-ce que pour ça, il faut aller dans les thèmes qui parlent de l'OADA,
dans des thèmes qui parlent de l'arbitrage à l'extérieur, dans des thèmes qui parlent des théories de puisque droit. ce sont des États généraux. Vous allez parler, par exemple, de la privation de la liberté. Vous allez parler de mandat d'arrêt provisoire. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça va? Parce que tous les juristes connaissent ça. Mais tout doit être évoqué dans des États généraux, maître, pour trouver des solutions qui seront pérennes. Il ne faudrait pas y aller avec une thématique qui va plaire à une catégorie des avocats. À travers votre plateau, j'ai donné mon son de Rapprochez cloche. votre micro. À travers votre plateau, j'ai donné mon son de cloche à ceux qui dirigent, à ceux qui ont conçu ce programme. Pour moi, parce que nous sommes en démocratie, je ne pense pas que ces États généraux puissent accoucher de quelque chose de bien. Je peux emprunter le mot à mon grand frère Mende. Ça va peut-être accoucher d'une souris. Parce que nous passons à côté. Comme je vous dis, allez lire les thématiques qui sont là-dedans. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il n'y a que des professeurs qui passent là-bas. Regardez, très peu de juristes simples. Que des professeurs. Dire que comme je vous dis, est-ce que le mal dont nous souffrons, c'est la méconnaissance des théories de droit ou bien de la corruption? Maître, vous devenez un prophète des malheurs apparemment. Les théories de droit. Est-ce que vous voulez que cela change? Vous qualifiez le ministre Moutamba de populiste. Est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous aimez vraiment votre pays? Vous savez, peut-être parce que vous êtes en dehors de cette profession. Moi, je n'aime pas aller dans les juridictions. J'y vais très rarement. Très rarement. Très rarement. Et je vais terminer en vous disant une chose très simple. Nous faisons tout ici pour faire, parce que les avocats sont des auxiliaires de justice qui sont appelés à la bonne administration de la justice. Nous faisons administrer la justice ici. La cour d'appel, et la première cour d'appel de la RDC, c'est la Gombe qui est le miroir. Parce qu'il y a des dispositions qui sont conçues que pour elle. Par exemple, si vous avez des actes d'état civil de l'extérieur qui ne savent pas, ça vient à la cour d'appel de la Gombe. Alors, à la cour d'appel de la Gombe, vous prenez une mauvaise décision. Je dirais même une très mauvaise, trop mauvaise décision. Ça arrive à la CCJA. Ces hauts magistrats de la CCJA cassent. Ça rentre ici. Vous maintenez ces magistrats-là qui ont siégé. Aucune sanction. Est-ce que vous comprenez combien vous rendez ridicule la RDC? Parce que maintenant, tous ces gens-là, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens, des Tchadiens, comment les Camerounais, comment peuvent-ils respecter la RDC? Lorsqu'il y a des choses élémentaires, à cause de la corruption, vous les tordez. Et ça arrive là-bas, on casse. Messieurs les journalistes, je vais vous dire, parce que vous êtes journalistes, vous connaissez beaucoup de choses aussi. Imaginez-vous une décision prise à la cassation de la CCJA, c'est-à-dire en dernier ressort, c'est fini. Elle rentre ici, on la ramène devant le tribunal de commerce de la RDC. Et ce juge-là reçoit cette assignation. Vous venez avec les décisions, parce qu'il y a un principe juridique qui dit non bis in idem. On ne peut pas revenir sur la même chose deux fois. Mais ici, le juge, c'est la cassation. On revient avec cette question-là devant vous. Il n'y a pas que ça, il y a plus grave. Imaginez-vous, celui qui peut accorder la saisie, c'est un juge. Et celui qui peut accorder la main levée, ça doit être un juge. Ce n'est qu'un juge qui peut le faire. Mais ici, je peux vous dire que dans ce pays, je connais une décision où nous sommes, nous avons été avocats, jusqu'à la cassation. Et combien d'années? On gagne 2 fois à la cassation. Ça rentre ici pour exécuter. On trouve comme quoi, il y a la partie adverse qui dit avoir obtenu la main levée. Vous savez qui? Qui a donné ça? Un huissier. Un huissier. Il y a péril en la demeure. Un huissier, je vous dis, messieurs les journalistes, je suis choqué de vous le dire. Un huissier. Et lorsqu'on approche cet huissier-là, parce que nous avons engagé des actions contre ce huissier-là, ce huissier-là vient, il dirait non, il n'a jamais agi. Lui-même, il poursuit en justice l'avocat qui était porteur de ce prétendu PV-là, de main levée. Il le poursuit devant le parquet général de la Gombe. Ça fait 5 ans. Cet avocat se promène. Et le procureur général est là. Et ça ne fait rien. Mais avec tout ça, monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas entamer une démarche de rencontrer le ministre de la Justice vous-même, physiquement? Est-ce que vous savez combien de lettres nous avons écrites? Est-ce que vous savez combien de lettres nous avons écrites? Ah, mais lui, il est souple. Ce n'est pas possible. Oui. De toutes les façons, vous comprenez plutôt que c'est trop grave. Parce qu'il n'y a pas que la justice. C'est dans tous les domaines de la RDC. La corruption n'est pas que dans la justice.
Regardez mon cas à moi, que vous, les journalistes, vous connaissez. Je suis porteur de tous les documents. Ce sont les documents de la République. Et ces documents sont revêtus de la force authentique. Ça veut dire, ça vaut des actes notariés. Les documents de la République, sous forme authentique. Un monsieur, Pius Mabilou, s'est permis de pouvoir les remettre en cause. Et celui qui l'a représenté, donc il a remplacé aujourd'hui le ministre Mbadou, il fait la même chose. Wow. J'ai attendu, parce que j'ai été en son temps voir le général Likoulia à la suite de ma résistance en application de l'article 28 de la Constitution, j'ai dit, je refuse d'obtempérer à un ordre manifestement illégal. C'est la Constitution, l'article 28. D'ailleurs, on dit même que tout agent de l'État est même délié du devoir d'obéissance. J'ai résisté. Et il y a eu ces gens-là sont partis au niveau de l'auditorat. Parce qu'il y avait des PM, la police militaire qui était venue là-bas pour pouvoir mettre la main sur les militaires qui étaient là-bas. Ils sont allés. Et j'ai suivi moi. On ne m'a pas appelé. Je suis allé me présenter de chef. J'arrive là-bas, on me dit, par le général Likoulia, allez trouver maintenant un jugement de déguerpissement. D'abord, j'étais choqué. Excusez-moi, mon général. Il y a une décision de la plus haute juridiction. Peut-être que vous ne savez pas ce que cela veut dire. Lorsque le Conseil d'État a pris une décision, cette décision vaut un acte administratif. Mais cet acte administratif-là, c'est l'acte suprême. C'est-à-dire que si une autorité a fauté et que le Conseil d'État siège, annule cet acte-là, sa décision vaut l'acte administratif à valeur suprême. Il n'y en a plus d'autre. Il n'y a plus d'autre. Mais je viens avec, un magistrat me dit, pour appliquer cet acte-là. Alors que les actes... Oh Seigneur, ce pays, franchement, je ne comprends pas. Vous imaginez que les arrêts du Conseil d'État sont revêtus de la formule exécutoire en eux-mêmes. Ils sont exécutoires sur minute. Dès qu'on les prononce là, c'est exécutoire. Mais des magistrats me disent, on ne peut pas reconnaître ça. Allez-y d'abord trouver un jugement du tribunal de grande instance de déguerpissement de la personne qui se trouve dans votre parcelle. J'étais choqué. Et vous comprenez que, comme je vous disais, dans ce pays, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de repères, monsieur. Est-ce que Mbadou ne corrobore pas avec... Je vous dis qu'il n'y a plus de repères. Si on parle de la solidarité gouvernementale, la solidarité n'est pas dans la fraude. Non. Mais est-ce que vous vous imaginez un acte du Conseil d'État, on vous dit pour qu'il devienne exécutoire, alors que la loi elle-même dit qu'il est exécutoire. On vous dit, allez chercher. J'ai cherché ces jugements-là. Je reviens avec, et c'est au moment où il y avait changement de gouvernement. J'attends parce que je me dis, avec le nouveau ministre qui va venir, si je rentre chez moi, il va dire que j'ai fait un affront. Gentleman, j'attends, je vais le consulter, je le vois, je lui montre tout. Vous savez ce qu'il me dit? En souriant, il dit, tout le monde a ça. Mais mon Dieu, ce n'est pas possible. Les actes les plus authentiques de la République, vous dites, tout le monde a ça. Comme pour dire quoi? C'est de la fraude. Est-ce qu'il maîtrise le dossier? D'abord, il maîtrise le dossier. J'ai appris que ce monsieur Pius Mabilou a déclaré là-bas que faites attention, occupez-vous spécialement du cas de monsieur Tchibango. C'est le plus grand escroc de Kinshasa. Oh là là. J'ai jamais été condamné en justice. J'ai jamais été condamné même en disciplinaire. Et tout le monde sait que je ne veux même... C'est pas possible. Et celui-là se fie au dire de quelqu'un qui n'est pas fiable. Excusez-moi de le dire. Il n'est pas fiable, ce monsieur. Il n'est pas fiable. Moi, je viens avec les actes de la République. Les actes authentiques de la République. Et vous, ministre, vous me dites... Tout le monde a ça. Vous, ministre, vous me dites... Non. Donc, en d'autres termes, je ne reconnais pas votre certificat d'enregistrement. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs dans la vie. Ce n'est pas prévu par la loi. Je ne reconnais pas les actes dressés par la République. Et ces actes-là sont couverts de la prescription trentenaire. C'est l'article 647 du Code civil livre 3. Qui dit quoi? Qui dit que lorsque vous avez des actes de plus de 30 ans, on ne peut plus les remettre en cause. C'est l'État qui a dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Je vous dis, l'actuel ministre Mbadou, il m'a dit non, tout le monde a ça. On va former une commission interinstitutionnelle. En d'autres termes, une commission interinstitutionnelle vaut plus que le Conseil d'État. En d'autres termes, les juges, on s'en fout. Mais c'est ça. Les juges, on s'en fout. Messieurs les journalistes, s'il vous plaît, je m'adresse ici à tout Congolais consciencieux. Excellence, Monsieur le Président de la République, sauvez ce pays. Sauvez ce pays. Fin de Les choses qui se font là,
c'est des choses pour lesquelles on expose gratuitement la République. Parce qu'on va la condamner au dommage-intérêt pour rien. Très bien. En réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des gens, je termine, hein. Oui, allez-y. Excusez-moi, j'en profite. Allez-y, oui. C'est que des gens m'ont demandé 130 000 $. C'était pour vous demander de fixer tout droit la caméra. Ah oui, il y a une caméra là pour vous. Approchez votre micro aussi. Ouais. Vous allez. Vous imaginez que tout ce qu'il y a, c'est quoi? C'est tentative de corruption, des concussions. On m'a demandé 130 000 $. Je peux le prouver. Et chaque fois, je l'ai dit sur les plateaux de télévision. L'équipe de Pius Mobile m'a demandé 100 000 $. Son directeur de la gestion immobilière m'a demandé 30 000 $. J'ai refusé en tant que bon citoyen. Si vous allez sur notre site de notre cabinet, vous trouverez que actuellement, je vois les banques donnent des formulaires FATCA. Mais nous, depuis que nous sommes, nous observons la loi FATCA des États-Unis et l'Anti-Bribery Act de la Grande-Bretagne. Donc nous sommes en conformité. Et c'est pour cela que nous avons, entre autres clients, excusez-moi de le dire, hein, la Grande-Bretagne par exemple. Ce n'est pas des gens qui vont vous prendre comme ça parce que vous êtes un escroc. Ils vous font des due diligence comme pas possible. Ils checkent sur vous. Les États-Unis, USAID et beaucoup d'autres clients. Et vous imaginez, il y a un monsieur qui a besoin de me conduire dans la concussion. Je refuse parce que je suis citoyen congolais. J'ai mon droit, né de père et de mère. Excusez-moi. Comme c'est en vogue. Et il me demande 100 000 $. Son directeur me demande 30 000 $. Je refuse en bon citoyen pour combattre la corruption. Et on m'attaque dans mes droits comme ça. Et celui qui vient, il se met en solidarité avec un fauteur, avec un fraudeur. Et vous comprenez quoi? C'est ce que je disais. Aujourd'hui, je soutiens totalement la vision du chef de l'État. Changement de constitution, faut-il? Oui. Parce que dans sa vision, il a donné les rênes du pouvoir judiciaire, donc du ministère de la Justice, au ministre Constant Moutamba. Je l'appuie totalement. Parce qu'aujourd'hui, si on arrange la magistrature, tout se met en règle. Parce que, imaginez-vous, par exemple, on saisit aujourd'hui le premier président de la Cour de cassation. On l'arrête, on le met en prison. Supposons, je n'ai pas dit que lui, il est corrompu, mais supposons, il faut frapper très haut. On frappe là. Et toi, tu penses que demain, un magistrat va s'amuser à voir un politicien ou bien un DG qui vient, qui lui propose de l'argent? Il va accepter ça? Non. Il ne va pas accepter. Et donc, mes frères les magistrats, appuyons Moutamba. C'est pour le bien de notre pays. C'est pour le bien de notre pays. Et en plus, je vais vous dire, pour terminer, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a un intérêt à quelque chose de pouvoir travailler à se réformer. Il a un conflit d'intérêt. Il a un conflit d'intérêt. C'est comme qui dirait, par exemple, vous êtes patron dans votre société, mais vous avez votre gérant. Vous le laissez seul fixer le taux de sa rémunération. C'est comme qui dirait aussi dans notre pays, par exemple, quand j'apprends, par exemple, les montants que l'on paye aux chefs des institutions, tels que le Parlement, le Sénat, etc., comment ils peuvent fixer ça eux-mêmes? C'est des choses qui devraient normalement passer au référendum, parce que c'est la population qui leur a donné le mandat, et la population, en tant que patron, devrait fixer leur salaire. Comment voulez-vous donner? Regardez, par exemple, les gens se taillent des lois qui leur servent uniquement. Comment pouvez-vous comprendre que dans un pays, quelqu'un puisse toucher 200 000 $? Le mois. Le mois. Et qu'on puisse donner à un président honoraire, un sénateur à vie, 600 000 $. Comment voulez-vous ça? Mais le peuple qui vous a donné ce mandat-là, c'est à lui de pouvoir déterminer votre rémunération. Donc vous voyez qu'il y a des choses comme cela qu'il faut changer. Moi, j'ai aussi étudié. Je suis doctorant du reste. Mais je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un révolutionnaire. Je ne suis pas un réactionnaire. Mais je suis un citoyen censé protéger les intérêts de notre pays. Notre pays, nous n'avons que faire de ces histoires, de théories. Nous avons besoin de corriger avec la corruption. Mettons la corruption de côté. Tout juriste, magistrat, avocat, pour devenir ce qu'il est, d'abord il est licencié en droit, minimum licencié en droit. Ensuite, il va au barreau, il passe 2 ans de barreau pour les avocats. Même les magistrats, ils passent aussi 2 ans de stage pour être confirmé. Donc, il connaît toutes les théories de droit. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre justice? Le président a dit que la justice est malade. De quoi est-elle malade? Merci de théorie beaucoup, de droit ou bien de la Maître Benoît Tchibango, c'est sur vos propos très éloquents que nous mettons un point final à cet entretien. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de l'attention soutenue accordée à ces magazines qui passent sur plusieurs chaînes de la place. Merci à Face Télévision pour ces relais en direct. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité pour parler du Congo
À toutes et à tous, à très vite. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, monsieur le ministre.